mesdames et messieurs, qu'est-ce que je vous sers? J'ai cet excellent glyphosate vieilli en fût, vous m'en direz des nouvelles. Un petit verre, ça vous dit? Vous devriez en profiter parce que cet herbicide pourrait être interdit dans les prochains jours. Enfin, la chance qu'il soit interdit est très faible, mais bon, on a le droit de rêver, non? Attendez, je vous explique. Le glyphosate déjà, qu'est-ce que c'est? Le glyphosate, c'est une molécule de synthèse créée dans les années 1950 par un chimiste suisse. En 1974, l'entreprise américaine Monsanto, qui aujourd'hui a été rachetée par l'entreprise Bayer, cette entreprise Monsanto dépose un brevet sur cette molécule et lance l'herbicide le plus utilisé dans le monde à ce jour, le Roundup, à base de glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide, donc, qui est utilisé pour tuer les plantes indésirables dans une culture, par exemple, ou dans un espace vert. Comment il fonctionne? Le glyphosate empêche une enzyme essentielle de fonctionner. En l'absence de cette enzyme, la plante ne peut plus fabriquer de vitamines ou de molécules hormonales nécessaires à son développement et finit par mourir. Comme cette enzyme n'existe pas chez les animaux, dont l'humain, ni chez les insectes, les gars se sont dit « pas de problème ». Sauf que depuis le milieu des années 80, on commence à se dire que le glyphosate est peut-être un petit peu toxique si on y est exposé régulièrement. Des chercheurs vont lancer l'alerte, comme Robert Bellet en France dès 2003. Mais c'est seulement en 2015 que le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé le glyphosate comme probablement cancérogène pour l'humain. Et en France alors? En 2021, l'INSERM, Institut national de la santé et la recherche médicale, a publié une expertise collective qui établit une présomption moyennement forte de lien entre le lymphome non-hodgkinien, qui est une forme de cancer du système immunitaire, et l'exposition au glyphosate. Ah, je vois que vous reposez votre verre. Vous êtes dégoûté? C'est pas fini pourtant. On pourrait se dire que, par précaution, on devrait y aller mollo sur le glypho. Eh ben, c'est pas vraiment l'avis de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, une agence de l'Union européenne qui est chargée de l'évaluation des risques dans le domaine des denrées alimentaires. Dans un avis du 6 juillet 2023, cette EFSA a estimé que le glyphosate ne présentait pas de, je cite, « domaine critique de préoccupation chez les humains, les animaux et l'environnement ». Bon, pourquoi elle donne un avis aussi différent des autres agences? Plusieurs associations et chercheurs font remarquer que l'EFSA ne prend pas en compte une grande part de la littérature académique. Dans un rapport de 2021, l'association Génération Future a calculé que sur plus de 7000 études scientifiques qui existent concernant le glyphosate, seules 30 avaient été considérées par l'EFSA comme pertinentes pour baser son avis, soit seulement 0,4% des études. En revanche, beaucoup d'études réalisées par les entreprises de phytosanitaires elles-mêmes ont été jugées pertinentes par l'EFSA. Bon, c'est un petit peu comme si Ricard, Heineken et Captain Morgan vous disaient on a fait une étude, l'alcool n'est pas du tout dangereux pour la santé, d'ailleurs il donne même pas la gueule de bois. Bon, on se méfierait un petit peu, non? Dans l'Union européenne, les produits phytopharmaceutiques ont besoin d'une autorisation pour être commercialisés. Celle du glyphosate arrive à son terme le 15 décembre prochain. C'est la Commission européenne qui doit délivrer ou non une nouvelle autorisation. Donc en gros, à Bruxelles, un groupe de 27 commissaires européens, un par pays, va vérifier que le produit ne présente pas de danger pour la santé humaine, la santé animale ni l'environnement avant de le mettre sur le marché. Le hic, c'est que la Commission européenne s'est basée sur l'avis favorable de l'EFSA et a proposé de renouveler l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Il reste une dernière étape avant que cette autorisation soit officielle. Chaque pays européen doit valider la proposition de la Commission. Pour cela, ils envoient tous un représentant de leur ministère, dans ce cas-là l'agriculture, et ils doivent voter en majorité pour ou contre. Et pour atteindre cette majorité, il faut rassembler le vote d'au moins 15 États, représentant 65% de la population de l'UE. Le vote a eu lieu le 13 octobre. Et la surprise, la majorité n'a pas été atteinte. Notamment parce que des pays comme la France ou l'Allemagne, qui ont des populations très nombreuses, se sont abstenus. Alors je vous rassure tout de suite, le ministre français de l'Agriculture ne s'est pas transformé en José Bové à cravate. La France est pour réautoriser le glyphosate, mais pour 7 ans seulement, nuance, assortie de limitations sur les quantités maximales utilisées. Cette histoire des 7 ans, la Commission européenne l'a refusée tout net, donc abstention de la France, donc blocage du vote. Qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Les pays vont revoter le 16 novembre prochain pour essayer de dégager une majorité sur oui ou non. La plupart des observateurs pensent que le résultat du second vote sera exactement le même que celui du premier, c'est-à-dire match nul. Dans ce cas-là, c'est la Commission européenne qui prendra la décision, et ce sera sûrement de réautoriser le glyphosate pour 10 ans. Alors, il est pas bon mon glyphosate ? J'ai quand même l'impression qu'il vous reste un peu sur l'estomac. Si vraiment vous n'aimez pas ça, vous pouvez toujours participer à la campagne de Génération Future qui interpelle les eurodéputés afin d'exiger un règlement européen sur les pesticides qui soit vraiment ambitieux. Le lien est en description, si jamais. Bon, mais ça nous dit pas qu'est-ce qu'on boit, nous. Puisque vous ne voulez pas de mon glyphosate, je peux toujours vous proposer une petite pinte de chlordécone, un shot de néonicotinoïdes. Bah alors, ils sont partis ? Merci de m'avoir écouté. La prochaine fois, nous verrons. Quoi, c'est fini, tu nous laisses comme ça? Mais t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais là ? Moi, c'est Miu, Madmurun sur TikTok. J'étais en train d'enregistrer une vidéo à côté quand je t'ai entendu, donc je suis venu écouter. C'est intéressant ce que tu racontes sur le glyphosate, mais c'est un peu déprimant. Non seulement ça n'avance pas vite, mais là, on va carrément dans la mauvaise direction. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'écologie. Ah ouais, mais non, l'hiver s'installe là, on a besoin de trucs un peu positifs, sinon on va se flinguer. C'est important de critiquer les fausses solutions, se moquer des politiques qui parlent beaucoup sans agir derrière, mais il faut aussi parler de ce qui fonctionne. Tu proposes quoi alors ? Ben, l'actualité, c'est pas trop ça. Donc on va faire un bond dans le temps et s'inspirer de celles et ceux qui agissent vraiment. Du genre faire pipi sous la douche. Mais non, je te parle d'hommes et de femmes vraiment badass qui se sont battus un peu partout dans le monde pour protéger leur environnement et leurs droits, et qui en plus ont gagné. Regarde, au début du mois, on a eu les prix Nobel. Bon, ça a été un peu balayé par l'actualité au Moyen-Orient, mais les Nobel, c'est quand même l'occasion de se réjouir. D'ailleurs, Adèle, sais-tu qui est la première femme africaine à avoir remporté le prix Nobel de la paix ? Non. Bah c'est bien dommage, parce que c'est une femme qui est très inspirante, mais ne t'en fais pas, je te raconte tout. Il s'agit de Wangari Maathai, une Kenyane militante et fondatrice, entre autres, du Green Belt Movement, le mouvement de la ceinture verte. Déjà, est-ce qu'au doigt mouillé, tu arriverais à me dire à quelle époque elle est née ? Je sais pas, il y a 50 ans ? Encore avant, en 1940, et oui, ça remonte un peu. Elle naît plus précisément le 1er avril dans les montagnes centrales du Kenya, alors colonie britannique. Petite, sa famille s'occupe d'un lopin de terre qu'ils cultivent et où ils élèvent quelques animaux, rien d'extravagant. Elle grandit en aidant sa mère au champ avant de rejoindre l'école où elle se montre très douée. Après l'indépendance du Kenya, elle part étudier aux États-Unis grâce à un programme de bourse mis en place par le futur président John Kennedy et obtient un master en biologie à l'université de Pittsburgh en 1965. Elle poursuit ensuite ses études en Allemagne et revient au pays en obtenant un doctorat en médecine vétérinaire à l'université de Nairobi en 1971, faisant d'elle la toute première femme d'Afrique de l'Est à obtenir le titre de docteur. C'est durant ses recherches sur le terrain qu'elle prend conscience des problèmes de déforestation, de pauvreté et d'inégalité entre les hommes et les femmes et qu'elle réalise à quel point ces problèmes sont indissociables. En 1977, donc il y a près de 50 ans, mes excuses aux auditeurs à qui je viens de rappeler l'âge, elle crée le mouvement de la ceinture verte pensé en réponse au phénomène de déforestation et d'érosion des sols dans les villages ruraux du Kenya. Et dès le début, ce mouvement est pensé pour les femmes, sur qui repose la charge de collecter le bois servant à l'alimentation du foyer et au fourrage pour les animaux. Comment ça fonctionne ? Eh bien, le Green Belt Movement plante des arbres à proximité des villages pour éviter que les femmes aient à parcourir de longues distances. S'il commence doucement, avec cet arbre planté symboliquement le 22 avril 1977, jour de la Terre, au fil du temps, ce seront plus de 51 millions d'arbres qui seront plantés. Et au-delà de l'environnement, Wangari Maathai s'est engagée politiquement. Elle s'oppose notamment au régime de parti unique dirigé à l'époque par Daniel Arap Moi, ce qui lui vaut de se faire emprisonner à plusieurs reprises. Elle subit également des violences et des menaces de ses opposants et doit s'exiler un temps en Tanzanie voisine. Mais elle ne se décourage pas et prend la tête en 1992 d'un groupe de femmes qui avaient entamé une grève de la faim au parc Uhuru à Nairobi pour demander la libération des prisonniers politiques. Ces femmes manifesteront pendant 11 mois jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs demandes et libère les opposants. En 2003, elles fondent le Parti vert Mazingira et accèdent enfin au Parlement kényan avec 98% des voix. En parallèle, Arap Moi perd les élections face à Mwai Kibaki qui nomme Wangari ministre adjointe à l'environnement, un poste qu'elle conserve jusqu'en 2005. Et le 4 octobre 2004, elle reçoit un appel en provenance de Norvège. Il s'agit du président du comité Nobel qui lui annonce qu'on vient de lui décerner le prix Nobel de la paix pour son approche holistique du développement durable qui englobe la démocratie, les droits humains et en particulier ceux de la femme. Rien que ça.
Elle déclarera à RFI « J'ai le sentiment que le monde récompense notre travail, car à travers moi, c'est l'Afrique et la femme africaine qu'on récompense. » Elle nous quittera des suites d'un cancer des ovaires le 25 septembre 2011 à l'âge de 71 ans. Et après avoir remporté son prix Nobel, elle aura quelques controverses, dont une sortie un peu complotiste sur les origines du sida qu'elle niera par la suite. Mais Wangari Maathai laisse surtout derrière elle un combat pour les femmes et pour l'environnement. Alors, t'en penses quoi ? Waouh, je suis soufflée. Elle est vraiment impressionnante. Puis ça fait du bien d'entendre parler de combats victorieux de temps en temps. Tu voudrais pas revenir les fois suivantes ? Bah pourquoi pas ? Bon super. Est-ce que je peux conclure mon épisode maintenant ? Oui, je t'en prie. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau format des Chroniques du Ficus avec des surprises. Ouh, j'ai hâte. Et toujours son billet moqueur. D'ici là, prenez soin de vous.